Bienvenue sur A12 Télévision. Si vous nous rejoignez, voici les titres de ce journal. Renforcement de l'axe Riyad-Abidjan, une délégation saoudienne a échangé ce mercredi dans la capitale économique ivoirienne avec le chef de la diplomatie ivoirienne. Objectif, dénicher des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, augmentation des factures d'électricité. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly évoque un pic de chaleur à partir du mois de mars. Et toujours au Tchad, Mahamat Déby Itno remporte la présidentielle dès le premier tour avec 61,03% des suffrages exprimés devant Succès Masra. Son portrait dans ce journal et voilà le sommaire. Heureuse de vous retrouver. Ouvrons ce journal en Côte d'Ivoire. Une délégation de haut niveau du gouvernement saoudien rencontrait ce mercredi le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom. Riyad veut faire de la Côte d'Ivoire un partenaire stratégique en Afrique de l'Ouest, selon les mots du ministre saoudien de l'Environnement qui conduisait la délégation. Le point avec Adi Raymond. Faire de la Côte d'Ivoire un important partenaire stratégique dans la sous-région ouest-africaine, c'est l'ambition déclarée ce mercredi 8 mai par le ministre saoudien de l'Environnement Abdulrahman bin Abdulrahman lors d'une rencontre avec le chef de la diplomatie ivoirienne Léon Kakou Adom à Abidjan. Il s'agissait pour l'émissaire du gouvernement saoudien d'identifier avec la partie ivoirienne des secteurs d'investissement porteurs afin de doper les relations commerciales entre le royaume wahhabite et la Côte d'Ivoire. Saisissant l'opportunité de la démarche saoudienne, Léon Kakou Adom a rassuré ses interlocuteurs quant à l'attractivité du code d'investissement en Côte d'Ivoire, consolidé par un climat des affaires propice à garantir les investissements étrangers. En dépit de la conjoncture internationale provoquée par des facteurs exogènes tels que le conflit russo-ukrainien ou encore les effets du réchauffement climatique, la Côte d'Ivoire, selon les prévisions du FMI, table sur un taux de croissance de 6,5% à l'horizon 2026. Direction Monaco, où le docteur Akaouele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, conduisait une délégation de l'institution qu'il dirige sur l'île de la Principauté. La délégation ivoirienne y était pour s'imprégner du modèle de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental de Monaco en vue d'un partage d'expériences. Regardez. Le CESE de Monaco et le CESEC de Côte d'Ivoire envisagent une collaboration. À cette rencontre, tenue au siège du Conseil économique, social et environnemental CESE de Monaco, la présidente de l'institution, Caroline Roguignon-Vernet, explique à son homologue ivoirien le fonctionnement de la chambre consultative qu'elle dirige depuis novembre 2018. Le CESE de Monaco compte 36 membres pour une population estimée à 40 000 résidents. Ils tiennent 2 séances plénières par an avec 3 collèges qui représentent le patronat, les salariés et le collège gouvernemental. Donc ces collèges travaillent sur tous les projets de loi où il y a une répercussion sociale, économique ou environnementale et sont susceptibles également de réfléchir et de proposer des avis qui leur sont personnels pour faire évoluer notre société dans un sens évidemment favorable. Voilà, nous avons également un Conseil économique, social et environnemental des jeunes de la Principauté, des lycées de la Principauté, qui émettent des idées toujours originales. On devrait trouver des façons d'évoluer ensemble, effectivement. Le docteur Eugène Akaouele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, affiche sa volonté de s'inspirer du modèle du CESE de Monaco. Ce que nous faisons, c'est redynamiser plutôt la coopération internationale. Il faut toujours aller vers celui qui semble différent de vous pour qu'il vous apporte cette différence et vous permettre de vous enrichir plus. Je crois que c'est ce que nous venons de faire ici à Monaco. Nous qui attachons beaucoup d'importance à la bonne gouvernance, avoir du bon capital humain, avoir de l'expertise, avoir des hommes de qualité. Je crois qu'ici, il y a matière à développer cela. Monaco peut servir donc de référence. Le CESE Monaco, qui bénéficie d'une grande expérience, va fêter bientôt les 80 ans
est tout à fait indiqué. À l'agenda de la délégation ivoirienne, composée également de la vice-présidente du CESEC, Virginie Ayatouré, des échanges avec la ministre des Relations extérieures de Monaco et le club des entrepreneurs monégasques en Afrique, SEMA. On reste toujours en Côte d'Ivoire. Des factures particulièrement surélevées, une tarification douteuse pour bon nombre d'Ivoiriens. Oui, la hausse actuelle des coûts de l'électricité en Côte d'Ivoire fait grogner des ménages. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, cette situation est à mettre au compte du pic de chaleur constaté depuis le mois de mars et qui entraîne une surconsommation. Plus de précisions dans ce reportage. Le constat est général et de plus en plus strident. Les coûts de l'électricité étranglent les ménages en Côte d'Ivoire. À Abidjan, beaucoup soupçonnent même une tarification supérieure à la hausse de 10% que le gouvernement justifiait en décembre dernier par la nécessité de combler un déficit de 107 milliards de francs CFA en termes d'exploitation accusée dans le secteur en 2023. Face à la grogne populaire, le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, qui réagissait ce mercredi 8 mai à l'issue du Conseil des ministres, explique la hausse actuelle par la surconsommation due au pic de chaleur observé à partir du mois de mars. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation de 10%. Mais en même temps, c'est vrai que la perception sur nos factures donne le sentiment que cette augmentation est supérieure aux 10%. C'est juste une perception et je voudrais expliquer. Le mois de mars est en général le mois où nous avons un pic de chaleur. Et ce pic de chaleur entraîne en même temps un pic de la consommation de l'électricité. Nous avons pu avoir les chiffres sur les 5 dernières années. C'est chaque fois pareil. Du coup, les factures qui viennent donc en avril-mai sont toujours plus élevées que celles que nous avions avant. Toutefois, a-t-il encore rappelé, la Côte d'Ivoire applique malgré ses réaménagements tarifaires l'un des coûts d'électricité les moins élevés dans la sous-région ouest-africaine. On parle d'électricité si chère. C'est certainement en comparaison à d'autres pays. J'aurais aimé que nous ayons donc ces éléments de comparaison. Je peux vous affirmer que sur l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le pays qui a l'électricité la moins chère possible. L'électricité est d'ailleurs subventionnée dans notre pays puisque le coût de vente de l'électricité est inférieur à son coût de production. Des explications qui restent encore à convaincre dans l'opinion publique. C'est ce vendredi 10 mai qu'a démarré la mise en activité de 2 postes de péage sur l'axe Yamoussoukro-Daloa. L'information avait été livrée toujours le mercredi 8 mai par le porte-parole du gouvernement qui justifiait cette mesure par la nécessité d'assurer l'entretien de ces 212 km de voirie. 2 nouveaux postes de péage seront mis en service sur l'axe Yamoussoukro-Daloa à compter de ce vendredi 10 mai 2024. L'annonce a été faite par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly ce mercredi 8 mai au terme du Conseil des ministres. Ces postes de péage installés à Bouzy sur l'axe Yamoussoukro-Boiflé et à Gonaté sur l'axe Boiflé-Daloa devront servir, indique le ministre, à financer l'entretien des 212 km de voirie disponibles sur cette route stratégique pour les activités commerciales à l'intérieur du pays. Dans quelles conditions ira la gauche ivoirienne à la présidentielle 2025? Unie en 2010, les perspectives s'annoncent sombres avec l'émiettement de l'Est Gbagbo. Après les candidatures déclarées de Pascal Affi-N'Guessan et de Laurent Gbagbo, la conciliation est-elle définitivement impossible? D'autant plus que d'autres ténors pourraient également se déclarer candidats. L'analyse de la rédaction dans cet éditorial. De part et d'autre des états-majors de la sphère politique en Côte d'Ivoire, un seul chantier prioritaire à l'ordre du jour, la préparation du scrutin présidentiel d'octobre 2025.
Difficile de déterminer avec précision la nature de la bataille qui animera le débat électoral dans un peu moins de 18 mois. Les candidatures déclarées étant loin d'être définitives, dans le contexte actuel, s'il faut également prendre en compte de potentiels arrivants dans le starting block qui manœuvrent habilement avant de se positionner dans la course à la présidentielle. Cependant, dans le camp de la gauche, un schéma des plus improbables se dessine dans la reconfiguration du théâtre électoral 15 ans après 2010. D'un côté, le grand Manitou, l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, candidat déclaré qui, contrairement à sa dernière compétition électorale, devrait logiquement se retrouver amputé du soutien de ses principaux lieutenants, dont son ex-épouse Simone Eivé, son ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan ou encore le fer de lance de sa propagande populiste Charles Blé Goudé. Avec toutes ces personnalités, la rupture semble être consommée. Une situation perçue dans le camp Affi comme la conséquence directe de la volonté de l'ancien président de refuser toute tentative de conciliation avec ses camarades de lutte. L'éclatement de la gauche ivoirienne, c'est la conséquence directe de la posture politique et de la volonté de Laurent Gbagbo, à son retour en Côte d'Ivoire, de faire table rase d'un certain nombre de ses anciens camarades de lutte avec des reproches, de mon point de vue, incompréhensibles au regard des faits. Alors, est-ce que c'est définitif ? Bon, les 18 mois qui viennent, évidemment, nous le dirons. Aujourd'hui, on a une seule candidature à gauche d'une personnalité éligible, Pascal Affi-N'Guessan, qui dispose d'un outil politique, le Front populaire ivoirien, d'une ligne, d'un projet qu'il a commencé à décliner samedi dernier, une ligne de rupture avec une phrase à retenir « Je porterai en 2025 la voix du peuple de Côte d'Ivoire ». Laurent Gbagbo, lui, va pour l'instant mener un premier combat, celui de sa réinscription sur la liste électorale et de son éligibilité. C'est évidemment légitime. Cela passe par une mesure d'amnistie. Donc, dans les faits, l'issue de ce combat est totalement entre les mains du chef de l'État. Inéligible au regard de son statut judiciaire actuel qui le prive de présence sur la liste électorale, l'ex-chef d'État, même en cas de réhabilitation, pourrait-il compter sur sa seule machine politique actuelle, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, qu'il s'est empressé de déployer à son retour d'exil en 2021 ? Difficile d'envisager une victoire dans ces conditions. Même schéma chaotique pour Pascal Affi-N'Guessan ou les autres ténors de la gauche qui, à moins d'un rapprochement inespéré, devront subir les effets impitoyables du refus de l'ex-challenger d'Alassane Ouattara de réunifier son camp par le dialogue, malgré l'émiettement cauchemardesque auquel l'on assiste. Voilà, c'était l'éditorial de la rédaction sur le positionnement de la gauche pour les élections 2025 après cette fragmentation qui a fait suite aux élections de 2010. On poursuit ce journal à l'étranger. La grosse actualité, c'est bien sûr l'élection de Mahamat Déby Itno à l'issue de la présidentielle du 6 mai au Tchad. Celui qui, depuis la mort de son père en avril 2021, dirigeait une transition militaire, est désormais installé de manière démocratique à la tête du pays au détriment de son principal opposant succès Masra. Son portrait dans cet élément réalisé par la rédaction de TV5 Monde. Pour son dernier meeting de campagne, Mahamat Idriss Déby n'avait pas lésiné sur les moyens. Drapeaux, banderoles, des soldats déployés partout et même des chameaux. Sur scène, le chef d'État de transition, candidat à la présidentielle, savoure par avance une victoire qu'il dit acquise. Je peux affirmer avec force et conviction que notre victoire au soir du 6 mai prochain est assurée, Inch'Allah. Inch'Allah, elle ne laisse planer aucun doute. Et pourtant, il y a 3 ans à peine, rien ne le destinait à accéder aussi vite au sommet du pouvoir. 20 avril 2021, Idriss Déby Itno vient de décéder tué au front face aux rebelles dans le nord du pays. Son fils Mahamat est aussitôt proclamé par l'armée président du Conseil militaire de transition. C'est la figure la plus en vue de la transition militaire qui s'installe à la tête du Tchad. Le jeune homme de 37 ans prend ainsi la tête d'une junte de 15 généraux et succède à son père, maître absolu du Tchad pendant 30 ans.
Le fils est général comme son père. Inscrit au lycée militaire d'Aix-en-Provence en France, puis formé au groupement des écoles militaires interarmées du Tchad, il intègre dès son retour au pays la garde présidentielle où il va gravir tous les échelons. À ce titre, il apparaît régulièrement aux côtés de son père pour coordonner sa sécurité. Une carrière militaire marquée par des expériences sur le front, notamment en 2013. Il est alors commandant en second des forces armées tchadiennes dans le nord du Mali, avant d'accéder au grade de général 5 ans plus tard. Au décès de son père, sa succession n'est remise en question par aucun chef d'État étranger. Même si au Tchad, elle est dénoncée par l'opposition qui condamne avec fermeté les coups d'État institutionnels opérés par les généraux après la mort du président de la République, Idriss Déby Itno, rejette toute dévolution monarchique du pouvoir au Tchad. Le mandat de Mahamad Idriss Déby à la tête du Conseil de transition doit durer 18 mois. Mais en 2022, il le prolonge de 2 ans, ce qui provoque des manifestations meurtrières dans plusieurs villes du pays. La nouvelle constitution, adoptée par référendum le 17 décembre dernier, l'autorise à être candidat à l'élection présidentielle. Après 3 ans à la tête du pays, le jeune général président cherche désormais à légitimer son pouvoir dans les urnes et se lance dans la course. Moi, Mahamad Idriss Déby Itno, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni. Sa candidature divise et la course à la présidentielle ne se passe pas sans soubresaut. En février cette année, son cousin et farouche opposant, Yaya Dillo Djerou, est tué par les militaires lors de l'assaut du siège de son parti, le PSF. Une mort qualifiée d'assassinat par ses partisans. Dans l'opposition, certains appellent au boycott du scrutin présidentiel. D'autres se portent candidats, comme Succès Masra, chef des transformateurs, parti en exil après les manifestations de 2022. En novembre dernier, Mahamad Idriss Déby lui a tendu la main et même allé jusqu'à le nommer Premier ministre du gouvernement de transition. La campagne électorale oppose donc les deux hommes. Jeudi soir, avant l'annonce des résultats officiels, Succès Masra revendique la victoire au premier tour. Un peu plus tard, c'est Mahamad Idriss Déby Itno qui est donné vainqueur par la commission électorale. Et les observateurs nationaux et internationaux qui saluent à l'unanimité la crédibilité du scrutin présidentiel au Tchad, aucun dysfonctionnement notable n'est à signaler à en croire les différents rapports. On fait le point dans ce télémot. Le scrutin présidentiel du 5 au 6 mai 2024 au Tchad est libre, équitable et transparent. C'est le constat unanime que font les observateurs électoraux accrédités pour l'élection présidentielle. Selon les rapports préliminaires des observateurs nationaux et internationaux, les votes se sont déroulés dans le calme et la sérénité, malgré des incidents mineurs qui ont trouvé rapidement des solutions et qui n'entravent en rien le scrutin. Pour la mission d'observation de l'ONG Nouvelles Perspectives, par exemple, l'Autorité nationale de gestion des élections a bien pris en compte les recommandations faites en amont et a parfaitement réussi l'organisation du scrutin. La mission de notre ONG Nouvelles Perspectives a constaté que le scrutin du 5 et 6 mai 2024 s'est déroulé dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Elle déclare donc le scrutin du 5 et 6 mai 2024 libre et démocratique. Les observateurs nationaux et internationaux ont salué la maturité politique des candidats et des électeurs tchadiens qui ont respecté les consignes de bonne conduite tout au long du déroulement du scrutin. Ils ont aussi salué le travail des forces de l'ordre qui ont géré avec précaution des incidents lors des votes sans occasionner de débordement. Ils recommandent par ailleurs à l'autorité en charge de gestion des élections de prendre en compte des suggestions des observateurs pour améliorer davantage la tenue des prochains scrutins. Il y a eu des manquements dans le sud et quelque part il y a d'autres encore dans le nord. Mais est-ce que ces points isolés peuvent mettre en cause, ou remettre en cause le scrutin? Nous disons non. Évidemment, c'est un scrutin qui est organisé et tous les Tchadiens sont appelés à aller aux urnes. Chaque personne n'a pas la même moralité. Donc il y a des gens qui peuvent se lever avec ce qu'ils pensent. Et les forces de l'ordre qui ont été déployées ont travaillé avec professionnalisme.
Plus de 8 millions d'électeurs ont voté ce 6 mai 2024 pour élire leur nouveau président de la République et mettre fin à la transition politique enclenchée depuis avril 2021 suite au décès de l'ancien président Idriss Déby Itno. Les citoyens sont sortis massivement voter le candidat de leur choix parmi les 10 qui concourent pour la magistrature suprême. Direction le Ghana, où la Cour suprême examine actuellement un recours contre le projet de loi anti-LGBT voté en février dernier par le Parlement. Cette procédure fait suite à une contestation introduite devant la juridiction par un avocat et défenseur des droits des LGBT. Au Ghana, la Cour suprême examine un recours contre le projet de loi anti-LGBTQ+, adopté par le Parlement en février. La Cour a accédé à la demande de l'avocat et journaliste Richard Delascaille de contester le projet de loi controversé. Ce texte prévoit une peine d'emprisonnement de 3 ans pour les personnes qui s'identifient comme homosexuelles et de 5 à 10 ans pour les défenseurs des LGBT. En mars, une requête en annulation avait été adressée à la Cour afin d'empêcher le président Nana Akufo-Addo de signer le projet de loi, déjà décrié par la communauté internationale. Lors de l'audience présidée par la Cour suprême, la juge en chef Gertrude Torkomo s'est dite préoccupée par le langage cru utilisé dans certaines déclarations sous serment. Le président Akufo-Addo avait déclaré qu'il attendrait le verdict de la Cour suprême avant de décider de signer ou non le projet de loi. L'affaire a été reportée au 17 mai. Partons à présent pour le Kenya, où les principaux protagonistes de la scène politique sont en concertation pour tenter d'asseoir les bases d'une paix durable. Ces pourparlers de haut niveau mobilisent plusieurs chefs d'État de région, dont les dirigeants kenyans et centrafricains. Reportage. Des pourparlers de médiation de haut niveau sur le Soudan du Sud ont été lancés jeudi au Kenya. Les présidents africains présents ont appelé à la fin du conflit qui paralyse l'économie sud-soudanaise depuis des années. Le président Salva Kiir est plein d'espoir et il l'a fait savoir. Opposition groups have a similar conviction. Les groupes d'opposition ont la même conviction et le même désir de paix au Soudan du Sud qui, lorsqu'elle sera pleinement réalisée, apportera une stabilité et un développement économique durable dans la région et au-delà du Soudan du Sud. Les pourparlers ont lieu entre le gouvernement et les groupes rebelles d'opposition absent de l'accord de 2018. Cet accord avait mis fin à la guerre civile. Nous devons quitter la mentalité de conflit. Nous devons cesser de nous considérer comme des ennemis. Nous sommes frères et sœurs. Président Fekir, nous sommes frères et sœurs. En 2018, le Soudan du Sud retrouvait la paix après 5 ans de guerre et 400 000 morts. Le président kenyan William Ruto a réitéré jeudi la nécessité de trouver des solutions inclusives et locales aux problèmes africains. Pas question de faire transiter le pétrole du Niger par le territoire béninois. Cotonou affiche sa fermeté vis-à-vis de Niamey qui, pour nourrir ses engagements commerciaux avec ses partenaires chinois, doit faire transiter son pétrole par le Bénin. Le président béninois Patrick Talon dit regretter le maintien par le Niger de la fermeture de sa frontière avec le Bénin. Le Bénin a décidé lundi de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien au port de Cotonou tant que le Niger maintient sa frontière fermée. Cette décision intervient alors que le Niger s'apprête à exécuter un contrat pétrolier conclu avec la Chine portant sur 90 000 barils par jour, ce qui place le pays sur la liste des exportateurs africains de pétrole. Il y a quelques semaines, le Bénin a rouvert ses frontières avec son voisin du Nord à la suite de l'allègement des sanctions de la CEDEAO qui pesaient sur le Niger après le coup d'État de juillet 2023. Sauf que la junte nigérienne maintient la frontière fermée de son côté pour des raisons que le président béninois Patrice Talon a trouvé ridicules mercredi dans une intervention télévisée.
Les autorités nigériennes accusent le Bénin de vouloir envahir leur pays via des forces étrangères regroupées à la frontière. C'est la fin de ce journal. Retrouvez toute l'actualité de cette semaine demain 19h sur Ados Télévision. Bonne suite de programme et merci de votre fidélité.